Les gars, si vous faites des mix qui, dans vos studios, sonnent bien, vous êtes content de vous, mais dès que vous écoutez ces mix en dehors, que ce soit dans la voiture, sur d'autres systèmes, au AirPod, peu importe, vous tombez des nues parce que ça ne sonne plus du tout de la même manière, cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous. Je vais vraiment essayer de vous amener tous les éléments vraiment indispensables à bien comprendre pour réussir à faire de meilleurs mix. Ici, il ne va pas y avoir de technique spéciale, de master chaîne, etc. On ne parle pas de bullshit, je vous parle de vraies choses que j'ai mis littéralement des années à maîtriser et à comprendre. Ça va vous mettre du temps à y arriver. Cependant, si vous appliquez ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je vous garantis que vous allez avoir des résultats. Avant qu'on commence les amis, si vous voulez vraiment obtenir de la valeur quotidiennement, tips and tricks sur le mixage, mastering, etc., sur tout ça, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. J'écris moi-même un mail quotidiennement pour vous donner un maximum de valeur. Je vais vraiment deep dans plein de sujets, vous allez apprendre plein de choses. En prime, vous pourrez downloader gratuitement 300 presets sérum haut de gamme, plus une formation 100% gratuite pour les plus débutants qui s'appelle le guide ultime du home studio, qui vous permettra de ne pas faire les erreurs classiques de débutants et d'éviter de dépenser de la thune dans ce qui ne vaut pas la peine au début. Si tout ça, ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Sachez que chaque mail est unique, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous en avez loupé déjà énormément. Donc allez-y les gars, c'est 100% gratuit. Alors les amis, j'ai sorti l'iPad. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses à résumer. Je vous mets les points importants. Le premier secret pour vraiment faire des mix qui sonnent bien partout, le premier fondement de tout track, de tout mixage, c'est l'arrangement. Alors ça paraît bateau, mais pour autant, l'arrangement, c'est la base de tout. Faire un bon arrangement vous permettra d'avoir un bon mixage facile derrière et du coup d'avoir un bien meilleur résultat et de ce fait, pouvoir sonner beaucoup mieux partout. L'arrangement, c'est aussi ce qui va dicter le potentiel de la track, globalement. Là, quand je parle d'arrangement, je parle aussi du choix de son. On va mettre ça dessous, donc choix de son. On va mettre aussi sound design et enregistrement, rec. Toutes ces étapes-là, donc en gros, la production, l'arrangement, choix de son, sound design, c'est bien évidemment ce qui va décider comment va finir votre track. C'est la base, c'est le nerf de la guerre, ok ? La majorité de l'attention, du travail à mettre sont dans ces étapes-là. Maintenant, spécifiquement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire des mix qui sonnent bien partout, c'est aussi le nerf de la guerre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec l'arrangement, le choix de son, vous allez pouvoir définir en fait le potentiel d'équilibre du track. Ok ? Globalement, on va voir après dans d'autres points, faire un mix équilibré, c'est aussi un des gros secrets. Donc, pour faire des mix équilibrés, ça passe par faire des bons arrangements. Et par arrangement, je veux dire, c'est là où vous allez définir en fait quelle source joue où, choisir les sources, les faire jouer de manière logique et cohérente. Et c'est ça qui va définir si votre mix respire, si votre mix est équilibré. D'accord ? Donc globalement, l'arrangement, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le premier truc sur lequel vous devez vous concentrer, quel que soit votre niveau, bien avant même de commencer à essayer de mixer en fait. Un mauvais arrangement, une mauvaise prod, des mauvais choix de son, vous pourrez vous battre tant que vous voulez à y mixer, ça ne sonnera jamais vraiment bien, ça sonnera jamais vraiment bien partout, ça n'aura jamais vraiment la vraie capacité à translate partout. Ok ? Donc vraiment, le secret numéro 1, j'insiste là-dessus et c'est le plus important, c'est de se concentrer sur l'arrangement, sur la prod, sur les choix de son et dès le début, essayer de faire en fait que ça sonne le plus fini, le mieux possible avec ces étapes-là. Le mieux vous ferez ça, le plus derrière, en fait, vous aurez moins de choses à faire au mix et le plus, ce sera du vrai mixage et non pas des problèmes à régler. Le but étant de ne pas créer de problème. En faisant un bon arrangement, etc., toutes ces étapes-là, vous allez faire quelque chose où il n'y a pas de problème. De ce fait, le mixage ne sera pas là pour régler des problèmes que vous aurez créés au début, mais tout simplement pour encore plus rajouter de la valeur. Et de ce fait, vous aurez des mix qui sonnent mieux partout. Ça paraît con, mais j'étais obligé de le mettre là-dedans parce que c'est le plus important. Secret numéro 2, les amis, c'est le mid-range. Alors, le mid-range, médium en anglais, les médiums, les mids. Pourquoi ? Parce que les mids, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un petit peu la zone de fréquence, le range de fréquence qui est commun à tous les systèmes d'écoute. Si on réfléchit un petit peu, si on veut faire translate, donc c'est-à-dire sonner un mix de la meilleure manière possible sur tous les systèmes d'écoute, il faut un petit peu analyser quels sont en fait les points communs de tous ces systèmes d'écoute et jouer là-dessus. Je vous le donne dans le mille, le point commun de tous les systèmes d'écoute, c'est les mids. Tous les systèmes d'écoute sont capables de reproduire des mids, d'accord ? Du smartphone jusqu'à la grosse sono en club, les mids sont là. Par contre, les subs, les basses, les extrêmes aigus sont pas forcément là partout. Hein. Si on prend des petits systèmes d'écoute cheap
pourris, genre aussi supermarché par exemple, si on va vraiment, vous savez, système d'écoute dans les supermarchés, les aigus sont pas forcément très, très bien représentés. On va plutôt avoir des mids en gros, quoi. C'est pas pour rien en fait si, des decades, des décennies de mixing engineer, je sais pas si c'est très français de dire ça que ça, mais bref, aimaient mixer sur les fameuses NS10, vous savez, ces enceintes, ces petites Yamaha. Ces Yamaha-là, ça sort que des mids en gros, hein. C'est très mauvais pour le reste du spectre, mais si on arrive à faire des mix qui sonnent bien là-dessus, spécifiquement pour tout ce qui est rock et cetera avec des voix, bah, il y a de fortes chances pour que ça sonne bien partout. Donc en fait, le secret numéro 2, c'est vraiment de se concentrer sur le mid-range. On veut un mid-range en vrai qui soit déjà en soi équilibré, qui sonne bien en soi et surtout dans lequel on perçoit tous les éléments. Ça va passer par plein de choses, d'autres choses à savoir, on va en parler justement dans cette vidéo, mais globalement, hein, un exercice très simple et très concret que vous pouvez faire, c'est sur votre master, vous mettez 2 filtres, un qui vient enlever des basses, un qui vient enlever des extrêmes aigus, genre environ jusqu'à 200, un truc comme ça dans les basses, jusqu'à, on va dire, allez, 7-8K dans les aigus, voire un petit peu plus haut, à vous de voir, mais en gros, vous gardez vraiment comme ça les mids, et écoutez votre mix, écoutez ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous percevez tout dans cette bande? Est-ce que vous percevez la basse, par exemple? Si vous percevez pas les subs, c'est qu'il y a un vrai problème. Ça peut paraître contre-productif se dire, ou bizarre de se dire, ok, comment tu veux faire percevoir des subs alors que tu les filtres? Eh ben, je veux dire, détrompez-vous, il y a clairement une technique et on va en parler justement après dans cette vidéo. Concentrez-vous sur les mid-range. Les mid-range en soi doivent bien sonner, c'est-à-dire que quand vous écoutez cette région-là du spectre, vous devez retrouver tous les éléments de votre mix. Vous devez quelque part pouvoir enjoy la musique, c'est-à-dire vraiment pouvoir kiffer ce que vous entendez et retrouver votre mix. Et votre mix doit avoir un sens dans les mids. Ok, ça va passer par avoir une bonne consistance, bien gérer la dynamique, avoir quelque chose qui soit équilibré et tout un tas d'autres étapes. Ok, mais c'est un des gros secrets pour faire que ça sonne bien partout, pour s'assurer que son mix translate bien partout. Ok, le secret numéro 3, c'est le monitoring / acoustique. Ok, pourquoi on va parler de ça? Parce que bien évidemment, il est possible, attention, de faire des mix qui sonnent bien partout sans avoir une room parfaite, sans avoir un monitoring parfait. C'est complètement possible. J'ai jamais dit le contraire, d'accord? Ne me faites pas dire ce que je dis pas. Par contre, le fait d'avoir une bonne room, un bon système de monitoring sur lequel vous pouvez vous appuyer pour prendre vos décisions de mixage ou de prod, sur lequel vous pouvez croire, hein, que vous connaissez bien et que vous pouvez croire, va grandement vous aider à faire des mix qui translatent bien partout. Le plus, vous aurez un monitoring et une acoustique que vous pouvez croire, qui vous révèle la réalité, sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer et être sûr de ce que vous faites par rapport aux décisions que vous prenez dans votre mix ou dans votre prod, le plus, ce sera facile et rapide aussi de faire des mix qui translatent bien partout. Ok, tout simplement. C'est pas indispensable, mais c'est un des secrets, c'est une des choses que vous devez avoir et qui va faciliter grandement la tâche, en fait, tout simplement. Petit aparté, quand je parle de secrets, c'est pas des secrets, on est bien, hein, c'est juste que pour YouTube, si je vous dis les 12 astuces pour bien sonner partout, malheureusement, les gens cliquent pas. Donc voilà, je suis obligé de jouer un petit peu à ce jeu-là. J'appelle ça des secrets parce que les gens ont plus envie de voir et ça aide simplement à mieux référencer les vidéos. Ok, vous n'êtes pas bête, je pense que vous avez compris. Ensuite, donc, le monitoring, l'acoustique, voilà, c'est super important d'avoir un système d'écoute que vous connaissez en tout cas. Le plus important, c'est ça. Qu'il soit parfait, j'entends bien que c'est difficile d'avoir ça parce que en vrai, ça va vous demander beaucoup de budget pour avoir une acoustique parfaite, même si le parfait n'existe pas, mais en tout cas d'avoir une acoustique sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour prendre de bonnes décisions, qui est plus ou moins neutre, qui vous permet de faire du bon travail facilement. Ça coûte de la thune, on va pas se mentir, parce qu'il faut avoir un espace assez grand, il faut avoir un bon monitoring, il faut avoir tout calculer, fait une étude et le faire, si vous voulez vraiment faire ça bien, hein. Généralement, ça passe quand même par le fait d'utiliser un acousticien. Donc voilà, c'est des frais, sans parler du matos pour l'acoustique, c'est-à-dire les panneaux, etc., si on veut les faire bien. Tout ça, ça coûte des thunes, on va pas se mentir. Donc je comprends bien que c'est compliqué pour le commun des producteurs d'avoir ça. Par contre, le fait de connaître en fait son acoustique et son système d'écoute, c'est-à-dire de connaître les points forts, les points faibles, c'est indispensable parce que même si ce n'est pas parfait, si vous connaissez les points faibles, par exemple, vous avez un creux à telle fréquence ou
un surplus d'énergie à telle fréquence dans votre room, à votre point d'écoute. Si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas au courant de ces infos, comment voulez-vous compenser? Comment voulez-vous être capable de faire des mix qui translatent bien partout alors que même que ce que vous entendez est faux? Ok? Donc ça paraît bête aussi, mais c'est vraiment un des tricks. C'est une des choses qui va vraiment vous permettre de vous améliorer. Donc si vous n'avez pas une acoustique parfaite, eh ben, compensez avec un casque. Achetez-vous un bon casque et toutes les décisions critiques par rapport à l'équilibre, donc c'est-à-dire tout ce qui peut être fréquentiel, etc., fiez-vous plutôt à votre casque plutôt qu'à votre acoustique. Ok? Et travaillez avec 2 systèmes comme ça. Le secret numéro 4, les amis, c'est la référence. Ok? Référencer. C'est un des gros tricks pour sonner bien partout, c'est justement de référencer. Et bien sûr, référencer va aussi vous aider. Vous allez voir qu'un petit peu tous ces secrets sont liés entre eux. Le fait de référencer, ça va aussi vous aider, bien sûr, si vous avez une acoustique qui n'est pas parfaite. Parce que le fait d'écouter du travail qui a été bien réalisé, qui a été bien mixé dans votre acoustique, va vous donner quand même une sorte de référence par rapport à ce que vous entendez. Même si, bien sûr, ça ne va pas faire de miracle, parce qu'on ne va pas se mentir, si vous avez un gros creux à 60 Hz à votre écoute, sur votre place d'écoute, sur votre sweet spot, même si vous écoutez une super ref super bien mixée, vous avez quand même ce creux. Ok, donc ça ne va pas faire de miracle à ce niveau-là. Cependant, ça vous aide quand même de référencer votre travail. Ça va vous aider clairement à vous faire un reality check, c'est-à-dire à vous faire vous rendre compte où vous en êtes. Est-ce que ce que vous faites va dans la bonne direction? Est-ce que les décisions que vous prenez par rapport à X ou Y, ça peut être tout et n'importe quoi, vont dans la bonne direction? Maintenant, attention avec la référence, il y a des pièges. Ne référencez pas forcément trop des micro-détails. Référencez plutôt globalement. En fait, quand on veut sonner bien partout, ce qu'on veut, c'est être globalement dans un certain range en termes d'équilibre, en termes de plein de choses. Et quand, ici, dans ce contexte, je parle de référencer, je ne parle pas forcément de référencer un petit détail précis. Je parle plutôt de référencer globalement pour que votre titre, en fait, par rapport à plusieurs autres titres, soit dans une moyenne. C'est ça le but, c'est ça ce qu'on recherche quand on veut sonner bien partout, entre guillemets, c'est vraiment être dans une moyenne. Donc, typiquement, c'est mettre votre track, votre travail, au milieu d'une playlist de plein d'autres titres. Et quand vous switchez l'une à l'autre, votre titre ne doit pas avoir l'air 10 fois moins fort, 10 fois moins bright, 10 fois moins plus bassy, enfin peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Faut être à tous les niveaux dans une sorte de range. Bien sûr, c'est de la musique, c'est de l'art, entre guillemets, ou du contenu pour d'autres, ça dépend comment vous voyez la chose. On ne cherche pas en fait à formater tout. Absolument pas, mais on cherche à être dans un certain range quand même, ok? Suivant le genre, suivant le temps aussi, c'est-à-dire quand je parle du temps, c'est l'année, hein. Par exemple, il y a des courants, il y a des sortes de modes. Typiquement, en ce moment, tout est extrêmement dans le bas, il y a beaucoup d'énergie dans le bas globalement. Donc voilà, suivant ce que vous produisez, suivant ce que vous mixez, faites-vous une playlist de tracks qui sont un peu dans le même genre, qui sont les mêmes courants, et comparez comme ça, voir comment votre titre, en fait, se place par rapport à tout ça. Ça, c'est un des gros secrets aussi pour sonner bien partout. C'est ce qui aide vraiment à zoom out sur le travail, à se dire, OK, là, ce que je fais, c'est dans les clous, je vais dans la bonne direction, ou alors, au contraire, là, je suis complètement à côté de mes pompes, je croyais que c'était bien, mais en fait, dès que je compare, je me prends une claque. Et du coup, après, vous allez faire ce qu'il faut pour que ce soit mieux, naturellement. Alors, ensuite, les amis, secret numéro 5, c'est les basses. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? On a plein de choses à dire. Les basses, c'est un gros topic. Comme je viens de le dire, il y a beaucoup plus d'énergie dans le bas qu'avant. C'est-à-dire que globalement, même si vous prenez de la pop, avec des voix, etc., on a des tracks où on a énormément d'énergie dans le bas. Et le gros truc, c'est de réussir à faire sonner ce bas sur tous les systèmes. En termes de translate, on veut que ça sonne bien partout. Il y a un grand secret relié à ça, c'est le fait, en fait, de créer des harmoniques. Pour faire simple, pour vulgariser, vos fréquences basses, et quand je parle de fréquences basses, je parle vraiment des subs, on va dire la partie 30 à 80 Hz en gros. Vous voyez l'énergie qu'il y a là, elle doit avoir des harmoniques. Pourquoi? Un petit haut-parleur de cette taille-là, par exemple, ne peut pas physiquement reproduire genre du 60 Hz. C'est impossible, ok? Impossible d'avoir du 60 Hz avec un haut-parleur de cette taille-là, ou même de cette taille-là, ok? Il y a des attributs physiques qui font que pour reproduire des fréquences sub, infra, un haut-parleur doit avoir une certaine taille au minimum. C'est pas pour rien si les subs ont des grosses membranes. Ok? Donc, en fait, comment on fait pour entendre, je mets des guillemets, vous allez comprendre, entendre les subs sur un smartphone, par exemple, ou alors sur, ne serait-ce qu'un petit haut-parleur comme ça, ou sur, vous savez, ces petits haut-parleurs Bluetooth, par exemple,
qui ont cette taille-là, comme ça. Les haut-parleurs, en gros, ont ce format-là. Quand on écoute, on a l'impression, quand on écoute des choses bien mixées, on a l'impression d'entendre ces subs, d'accord ? Le secret, c'est de faire des harmoniques, c'est d'avoir des harmoniques. Pourquoi ? Parce que les harmoniques, elles, pour le coup, tombent dans le range du haut-parleur, c'est-à-dire le haut-parleur est capable de reproduire ces harmoniques. Je vous donne un exemple, vous avez par exemple du 60 Hz, on prend ça comme référence, ce qui est à peu près la moyenne dans le sub, on va dire 60, 50, 40, peu importe, mais c'est le même principe. Si vous avez des harmoniques, la première, la deuxième, la troisième, vous tombez tout de suite dans les bas mids. C'est-à-dire que votre sub contient de l'info qui tombe dans les bas médiums. Même s'il est assez faible, du moment qu'on entend ces harmoniques, ce contenu harmonique, et que le haut-parleur est donc capable de reproduire ces harmoniques, notre oreille, notre cerveau, va pouvoir en quelque sorte dans notre tête recréer cette fondamentale, recréer ces fréquences, entre guillemets. Ça s'appelle la fondamentale fantôme. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait tout un mail là-dessus, justement, dans ma newsletter. Donc, à nouveau, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est 100% gratuit. J'en parle aussi de long et en large, de tout ça, de comment gérer ça dans ma formation Kick Bass Pro. C'est vraiment pour ça que j'ai fait cette formation, vraiment de A à Z. Je vous explique tout ce que vous devez savoir, autant pour le kick et la basse, qui sonne bien partout, mais surtout qui soit solide, constant, moderne, compétitif. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dessous. Il faut faire des harmoniques sur vos subs. C'est aussi simple que ça. Maintenant, attention, il y a des pièges reliés à ça. Il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas que ces harmoniques soient trop dominantes non plus, parce que ça va rentrer en conflit potentiellement avec d'autres sources, potentiellement avec tout ce qui vit dans le bas mids, les voix, les synthés, etc. Donc, il faut bien équilibrer ça, mais néanmoins, il faut avoir des harmoniques. Et que ce soit sur un kick, que ce soit sur des basses, peu importe la source qui contient des subs, il faut que ces subs aient des harmoniques. Il faut le faire bien parce que ça change aussi le son. Si vous créez trop d'harmoniques, on perd ce côté rond du sub. Donc, il faut avoir un juste milieu. Mais le gros secret pour que vos basses sonnent bien partout, et en musique électronique, si vous faites de la musique électronique, si vous avez le bas du spectre qui est juste, qui sonne bien, qui est bien posé, le kick bass, et que du coup, ça sonne bien partout, le reste, pour le coup, c'est easy. C'est finger in the nose, comme on dit. C'est vraiment facile d'obtenir le reste. Si on a ce bas qui est solide pour tous ces genres de musique qui sont vraiment focus sur le bas. Donc, ça fait partie des gros tricks, des gros secrets à connaître. Donc, faites des harmoniques sur vos subs, sur vos basses. Créez ces harmoniques et vous allez voir que tout de suite, vos mix vont translate beaucoup mieux partout. Ok, secret numéro 7, les amis, c'est de mixer, de travailler. Mix, je mets work. M'excusez, en anglais, c'est plus court, à bas niveau. Ok, c'est-à-dire travailler à faible volume. Pourquoi ? Il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que si votre acoustique n'est pas parfaite, le fait de travailler à bas niveau va vous faire entendre mieux en fait le son direct de vos enceintes et un petit peu moins l'acoustique. Donc vous avez quelque chose qui est plus juste. Le plus vous mettez fort, le plus vous entendez la pièce aussi, mélangée au son direct. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut comprendre que notre oreille en tant qu'être humain n'est pas sensible fréquentiellement de la même manière suivant le niveau. Le plus on écoute doucement, le plus le volume est faible, le plus on entend les mids, ou autrement dit, le moins on entend les subs, le bas et le haut. D'accord ? Donc pour faire simple, si on écoute très doucement, en quelque sorte, si on vulgarise et qu'on schématise, on entend quasiment que les mids. On entend beaucoup plus les mids que le reste. Et le plus on écoute fort, le plus ça a tendance à se linéariser, le plus on va tendance à entendre mieux le reste. Alors ça peut paraître un petit peu contre-productif de dire mais moi je veux entendre de manière flat, donc j'ai plutôt intérêt à bosser fort. Oui, mais non, concrètement. Pourquoi ? Parce qu'on en revient au mid-range. Si vous écoutez un peu... Alors, on ne parle pas non plus d'écouter extra faible, mais je vous parle d'écouter ça à un niveau correct qui est assez bas, qui est un petit peu près... Enfin, qui est à peu près, on va dire, à niveau de conversation, à peu près. Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui parle devant vous, à peu près à ce niveau-là. Vous écoutez. Ça va avoir un avantage, en fait, de focus un peu plus votre oreille sur les mids. Et du coup, vos mix vont avoir tendance à sonner un peu mieux dans les mids, à être un peu plus focus sur les mids, et ça va avoir tendance en fait à vous faire des mix plus équilibrés. C'est une autre chose aussi, l'équilibre, on va y venir après, c'est un des points les plus importants. Pour faire des choses équilibrées qui sont bien balancées, on fait des meilleures balances globalement à bas niveau, à niveau moyen-bas, qu'à fort niveau. Okay. À fort niveau, c'est plus difficile pour nous de se rendre compte de la balance globale d'un mix, tout simplement. Il n'y a pas que moi qui le dis, c'est un truc bien connu en mixage, et même voire en mastering. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais écouter fort, on est bien d'accord.
il va falloir de temps en temps écouter fort, etc. Là, je vous parle globalement, prenez les décisions les plus importantes plutôt à niveau moyen-faible. Ça va vous aider à faire des mix qui sonnent tout simplement mieux, qui sont plus équilibrés. Ok, c'est aussi simple que ça. Les amis, si vous voulez supporter les vidéos que je vous fais, tout ce contenu, tout cet écosystème que je vous fais gratuitement sur Internet, j'ai plein de formations qui peuvent vraiment vous aider à step up dans plein de choses, que ce soit en sound design, en mixage, en mastering, en production. Si vous voulez vraiment, par exemple, apprendre à faire des vrais bons mix posés qui sonnent juste, qui soient équilibrés, qui respectent la production. Ça, c'est le gros truc, hein. Vous mettez à mixer votre prod et vous cassez des choses que vous avez écrites à la prod. Si vous voulez vraiment apprendre tout ça, vous former de manière générale sur tous ces aspects, il y a vraiment des formations pour tout niveau, pour tout sujet. En même temps, vous supportez tout ce que je vous fais gratuitement, dont cette vidéo. Ça me permet de continuer à faire ces vidéos. Ces vidéos coûtent de l'argent à faire, ne croyez pas, hein. J'ai un monteur, j'ai des frais, j'ai beaucoup de frais. Donc c'est aussi ce qui permet de continuer à faire tout ça. Donc c'est aussi un écosystème. Je vous apporte de la valeur, hein, et vous m'en apportez aussi en vous formant chez moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, si tout ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en bas dans la description et en commentaire épinglé. Secret numéro 7, les amis. Avant, j'ai merdé, je vous ai parlé du 7, mais c'était le 6. Donc le 7e secret, les amis, c'est la gestion du punch et des transients, slash densité. On peut voir ça des deux manières. Globalement, il faut que vous ayez une maîtrise totale du punch, hein, de vos différents éléments, et des transients. C'est ce qui va en grande partie faire que ça sonne bien partout, et aussi par rapport à la densité, hein. Qui dit gérer le punch, les transients, dit aussi gérer la densité. Donc on peut voir ça comme loudness. Quand on parle de densité, c'est faire un mix qui est dense, qui est loud, qui est bien constant comme ça. Alors pourquoi ça va vous aider à sonner mieux partout? Le fait d'avoir un mix qui est un peu dense, ok. On ne parle pas forcément de faire du loudness de cheval, hein, du -3 élu, etc., peu importe le style, mais on parle plutôt de faire un mix assez dense, en tout cas un minimum dense. Ça va vous aider en fait à mieux sonner. Posez-vous la question, dans quelles conditions et circonstances les gens écoutent la musique. Si on prend tout ce qui n'est pas club, et encore, on peut même parler de festival, les gens écoutent souvent plutôt dans des environnements bruyants. Donc ils écoutent soit sur des earpods, je sais rien moi, dans le bus, dans le train, dans l'avion, enfin vous voyez ce que je veux dire, en transport, en voiture aussi, quand on conduit. Tous ces environnements d'écoute, concrètement, ce sont des environnements bruyants. C'est très rare en vrai, c'est même voire, on va dire, anecdotique, des mecs qui écoutent de la musique comme nous on le ferait dans notre studio, hein, pour analyser, pour vraiment entendre ça dans une acoustique traitée qui est aussi silencieuse, où il n'y a pas de bruit de fond. En réalité, le consommateur global, général, il n'écoute pas la musique comme ça. Il écoute la musique plutôt dans des environnements bruyants en faisant d'autres choses, hein, genre on met de la musique en fond dans son salon en passant la spie, ce genre de conneries. Donc en fait, le fait d'avoir un mix qui est dense, quand on a un mix qui sonne loud et dense, bah, globalement, il va mieux sonner dans un environnement bruyant. C'est aussi simple que ça. Si vous avez un mix très dynamique, en fait, pour entendre bien toutes les subtilités, il va falloir mettre plus fort dans un environnement bruyant. Ok ? Parce qu'en fait, le bruit de fond, en gros, va venir masquer les subtilités, vu qu'on a beaucoup de dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, globalement, le fait d'être dense, c'est-à-dire de réduire un petit peu le crest factor, en gros, hein, c'est-à-dire le niveau pic et le RMS, on réduit la distance entre le niveau pic et le RMS. Le fait de faire ça va faire qu'on aura un mix plus dense et qui va être en fait plus facile à écouter dans des environnements un peu bruyants et globalement plus facile à écouter tout court aussi à bas niveau. Un mix bien dense, un bas niveau, vous entendez toutes les subtilités, etc. Hein, alors qu'un mix beaucoup plus dynamique, on va avoir tendance à vouloir l'écouter plus fort. Il y a des pour, il y a des contre, mais globalement, il faut avoir un mix assez dense, quand même, un minimum, en tout cas dans les standards actuels, hein. C'est pas un secret de dire que la loudness war n'est absolument pas terminé. Si vous pensez ça, les mecs, réveillez-vous. C'est vraiment que vous n'êtes pas dans la sphère pro. Je peux vous assurer que personne veut sonner moins loud que le concurrent. Il y a clairement encore une guerre du loudness, même avec le streaming. Personne fait des mix super dynamiques pour le streaming. C'est anecdotique. En réalité, tout le monde fait toujours des mix très loud. Comme j'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, il y a aussi toute une guerre autour des autres aspects, pas que le loudness. Il y a aussi l'aspect punch ressenti, l'aspect fréquentiel, l'aspect contraste, l'aspect largeur stéréo, etc. Enfin, c'est la bataille sur absolument tous les plans sonores. Donc, le fait d'être dense, de gérer les punchs, d'avoir un mix un peu dense sur lesquels on a un bon punch ressenti,
va clairement, grandement aider à vous faire sonner mieux et à vous faire translate mieux partout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, à vous de voir à quel point vous voulez jouer à ce jeu-là, etc. C'est un autre topic, c'est à vous de voir. Mais néanmoins, la densité, on aime tout ça si c'est bien fait. Ça, je vous garantis. On parle encore une fois pas de faire du bête loudness où on écrase tout. On parle de faire des mix denses, qui a un bon punch, un bon équilibre entre les deux. Ok, c'est de bien gérer ça. Une autre chose très importante aussi, ne tombez pas dans le piège, faites du contraste en termes de loudness, c'est-à-dire ayez des passages faibles, des passages plus forts en loudness dans vos titres, globalement. Si tous vos titres au même loudness, c'est de la merde. Dans le sens, on ne fait pas ça. Ok, ça, c'est très amateur de faire ça. C'est des mix crushés, voilà, éclatés dans un limiteur sur le master, en gros, qui vont sonner tout du long au même loudness. Ça, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. On veut créer des contrastes, etc. Mais néanmoins, on veut créer une certaine densité, un certain punch, un certain ressenti de punch. Ne croyez pas que punch est égal à dynamique, parce que oui, on peut avoir quelque chose de très punchy, de très dynamique, mais on peut aussi avoir un ressenti de punch accru avec quelque chose qui est beaucoup moins dynamique. Ça demande un petit peu plus de maîtrise technique, mais c'est complètement faisable. Il n'y a qu'à voir tous les titres actuels. Et donc ça, c'est important pour bien sonner partout. En passant, j'ai une formation qui s'appelle Loudness Secrets, qui vous explique exactement tous les secrets que vous devez connaître pour faire du loudness et correctement, pas bêtement. Si ça vous intéresse, encore une fois, c'est en promo, c'est les offres d'été, je vous mets tous les liens dans la description. Ensuite, les amis, secret numéro 8, c'est la compatibilité mono. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que c'est encore vraiment un sujet de faire des choses compatibles mono ? On a chacun un peu notre avis là-dessus. Personnellement, je pense plus réellement. C'est-à-dire qu'en réalité, franchement, les systèmes qui diffusent en mono sont, on va presque parler d'anecdotiques. C'est de plus en plus rare. Sincèrement, il y en a de moins en moins. Il y a le cas classique, supermarché. Tous les systèmes, en fait, où on sonorise dans des énormes espaces, genre supermarché, etc., les centres commerciaux, tout ce que vous voulez. Oui, c'est souvent diffusé en mono, parce que c'est souvent des haut-parleurs chaînés entre eux. Enfin, voilà. Mais sincèrement, est-ce que c'est vraiment important pour la plupart d'entre vous, ceux qui font de la musique électronique et tout? Là, on parle. Si déjà vous passez dans un supermarché, c'est que vous êtes dans une sphère, en fait, où de toute façon, vous n'aurez pas à vous soucier de ça, parce que très certainement que vous aurez des bons ingés qui feront ça pour vous. Donc voilà. En club, sincèrement, un club digne de ce nom maintenant diffuse en stéréo. Les subs, c'est autre chose. On est d'accord que les subs peuvent être semés en mono et diffusés en mono. Ça existe encore beaucoup. Donc ça, c'est peut-être le point faible justement qu'il va falloir checker. Mais globalement, c'est plus tellement un sujet. Maintenant, il y a quand même des choses à dire. Si on veut s'assurer de sonner bien partout et on veut en même temps donc s'assurer qu'en mono, notre mix sonne quand même un minimum. Alors, par définition, le stéréo n'est pas du mono. Ok ? Le plus vous allez vers du stéréo, le plus vous allez vers des tricks and tips, peu importe, le plus vous faites des choses larges, le plus vous allez éloigner simplement de la compatibilité mono. On va pas se mentir, reverb, tout, il y a plein d'effets qui sont pas super compatibles mono. Alors quand je dis pas compatible mono, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va perdre des infos en convertissant ça en mono. Maintenant, moi, ma philosophie là autour, c'est de s'assurer, en tout cas d'écouter un petit peu son mix en mono de temps en temps, et de s'assurer que les éléments importants du mix, les éléments phares du mix, soient OK en mono. De s'assurer simplement que son mix en mono sonne OK. OK ? Ça ne veut pas dire qu'il sera pareil qu'en stéréo, d'accord ? Mais en tout cas, d'être OK avec le son en mono de son mix. De se dire, ok, certes en mono, je perds des trucs, peut-être ma voix est moins large, je perds de la reverb, je perds des effets, je perds mon synthé peut-être paraît un poil plus petit, mais néanmoins, est-ce que la balance, globalement, elle tient en mono ? Moi, pour moi, ma philosophie, elle est là. Si vous avez un lead, vous faites de la musique électronique, vous avez un lead synth qui est extrêmement large, ok, et que quand vous passez ça en mono, en fait, votre lead synth, il est plus dans le S que le M, donc vous passez ça en mono et vous avez l'impression de perdre 10 dB sur votre lead. C'est peut-être problématique parce qu'en mono, du coup, on n'a plus assez de lead, il est plus assez fort, on le perçoit plus assez. Donc dans ce cas-là, il va falloir faire attention à ça. Autre que ce genre de choses, on a les subs. Bien entendu, les subs, pour le coup, en club, c'est là où ils sont le plus importants, c'est tout ce qui est diffusion club, festival et compagnie. On veut s'assurer que nos subs restent constants et qu'on ne perde pas des subs en sommation mono. Donc il faut faire attention quand on fait des subs. Et là, je parle vraiment de subs, je parle vraiment de 30 à 80 Hz. Si on fait de la stéréo dans ces fréquences-là, on peut le faire, c'est pas interdit. Je veux dire, il y a plein de tracks qui ont de la stéréo dans cette fréquence-là. Il faut juste s'assurer que quand on convertit ça en mono, on ne perde pas 6 dB dessus, quoi. C'est juste ça. Alors, ça va dépendre de la manière dont vous faites de la stéréo. Globalement, si vous faites de la stéréo à base de
timing, à base de delay de timing, donc de changement de phase, c'est peu compatible mono et suivant les cas, ça peut faire des grosses annulations. Mais il existe d'autres manières de faire de la stéréo qui est, elle, pour le coup, beaucoup plus mono-compatible. On va pas pouvoir rentrer dans le détail dans cette vidéo-là. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, si jamais, allez checker sur le channel. Ceci dit, j'ai fait aussi plein de mails aussi sur ma newsletter là-dessus. Mais en gros, c'est un petit peu le point faible de la conversion mono. Il faut faire gaffe à ça. Mais autre que ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire maintenant, aujourd'hui, en 2025. Faites gaffe de ne pas trop élargir avec vos élargisseurs. Abusez pas. Ne poussez pas trop les choses dans le S. Concentrez-vous plutôt sur le fait de créer de la stéréo au début. De prendre tout ce qui est décision de stéréo, de le faire au début. C'est-à-dire, quand vous faites du sound design, quand vous enregistrez, quand vous choisissez vos sons, faites-la la stéréo, faites-la là. Ok, et faites-la correctement. Et ne vous appuyez pas sur des élargisseurs, des espèces de fake stéréoiseurs, etc. pour créer une fake stéréo derrière au mix. C'est pas comme ça que ça se fait vraiment au début. La stéréo, c'est vraiment de la prod. Ok, c'est des décisions de prod et d'arrangement, etc. Donc faites ça comme ça et tout ira très bien. Ensuite, les amis, nous avons le secret numéro 9, et pour le coup, c'est un des plus importants. Je vais appeler ça balance, ok, ou balanced. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'équilibre. Voilà ce que ça veut dire. Je ne parle pas ici forcément de balance en soi, bien que ça soit relié, mais je parle de faire des choses équilibrées. L'équilibre, c'est le maître mot pour faire des mix qui translate partout. Vraiment. Si vous avez un mix qui est équilibré, globalement, sincèrement, il y a de fortes chances, à 98%, votre mix il sonne bien partout. Tout simplement, pour autant que ce soit bien arrangé, etc. On est bien d'accord. Mais encore une fois, l'arrangement fait partie intégrante de l'équilibre. Un mauvais arrangement va être très dur à faire sonner vraiment équilibré. Ok, donc après, avec l'équilibre, il y a plein de choses à dire. On pourrait faire 3 heures de vidéo en parlant juste de ça. L'équilibre, c'est pas forcément toujours ce qu'on cherche dans l'absolu. C'est-à-dire que si on analyse plein de gros mix, c'est pas toujours super équilibré. Des fois, c'est un petit peu plus dominant dans certaines zones. Mais néanmoins, il y a quand même, globalement, c'est quand même équilibré de manière générale. Ok ? Ce que je veux dire par là, en fait, c'est ne cherchez pas à lisser comme ça votre réponse en fréquence de votre mix avec genre Tonal Balance Control ou d'autres plugins visuels. C'est pas ça quand on parle d'équilibre, d'accord? L'équilibre, c'est par rapport à notre oreille, c'est par rapport à comment on entend les choses. Et nous, on n'entend pas les choses de manière linéaire du tout. D'accord? Donc, ça se fait à l'oreille, plus qu'avec des outils de mesure. On peut s'aider d'outils de mesure, et ça, on en parle juste après. Mais globalement, l'équilibre, c'est pas uniquement une réponse en fréquence qui ressemble à une réponse en fréquence de Pink Noise, par exemple. Ça, pour le coup, c'est du bullshit, entre autres. Ça peut aider les plus débutants, mais mixer, c'est pas ça. Ok? Mais néanmoins, voilà, essayez de créer quelque chose qui ait une certaine cohérence entre les différentes régions. Et quand on parle d'équilibre, c'est globalement entre les subs et les basses, entre les basses et les bas mids, entre les bas mids et les hauts mids, entre les extrêmes aigus et les subs. Vous voyez, c'est avoir quelque chose qui soit cohérent dans son ensemble. Et bien sûr, ça dépend chaque contexte est différent. On peut absolument pas faire une moyenne générale qui s'adapte à tous les mix et à toutes les prods. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez pas trop vous fier visuellement aux choses. C'est vraiment à l'oreille, ça dépend des éléments de la prod, ça dépend de la prod, du tempo, ça dépend de 1000 facteurs. Mais c'est le maître mot. Je sais que comme ça paraît ultra résumé, mais pour autant, avoir de l'équilibre, faire de l'équilibre, c'est vraiment ce qui va vous aider à translate bien partout. Je vais rajouter un secret, on en est au 10 ici, c'est le fait d'utiliser des outils de mesure. D'accord? Alors attention, il y a plein de choses à dire là-dessus et il y a aussi plein d'erreurs à éviter et de choses à ne pas faire et de pièges dans lesquels ne pas tomber. Les outils de mesure, alors on va parler globalement de 2 trucs. On va parler de Tonal Balance Control 2 de Isotope. À mon sens, c'est le meilleur du market pour faire ça, pour avoir donc de l'équilibre. Et le deuxième, ça va être les analyseurs de spectre. Les analyseurs de spectre, c'est vraiment à double tranchant. Parce que pour bien s'en servir, il faut bien les régler et surtout, il faut bien les connaître. C'est-à-dire qu'il faut avoir, entre guillemets, beaucoup de musique et beaucoup de choses avec un setting donné, avec des settings donnés sur votre analyseur pour avoir une sorte de référence visuelle. Okay, la manière dont vous réglez vos analyseurs, en fait, importe peu dans le sens où ce qui compte, c'est que vous en ayez une ou deux de manière de les régler qui vous correspondent, suivant ce que vous voulez faire, et que vous utilisez tout le temps. Okay, le problème, c'est que quand on utilise des analyseurs, par exemple, je vous donne un piège classique. Si vous utilisez, par exemple, je sais pas, un analyseur dans ProQ et Span ou n'importe quel autre analyseur de spec que vous utilisez,
par défaut, ils ne sont pas forcément réglés de la même manière, ils n'ont pas forcément la même résolution, ils n'ont pas forcément la même vitesse de rafraîchissement, etc. Et tout ça va faire que vous voyez des choses différentes. Okay, donc ça va vous fausser votre jugement encore plus, ça va vous donner en fait des mauvaises pistes. Donc ça, c'est le premier truc, trouvez des réglages, tenez-vous à ces réglages et écoutez un max de musique en regardant qu'est-ce que ça donne visuellement. C'est la seule chose qui va pouvoir vous donner des infos comme ça, un petit peu visuelles sur lesquelles vous appuyez. L'autre chose la plus importante avec ces outils, c'est qu'on ne fait jamais d'après ce qu'on voit. Jamais on fait quelque chose parce qu'on voit quelque chose. Jamais, ok ? C'est tout l'inverse. On écoute, on entend quelque chose, on va faire quelque chose via ce qu'on entend et on confirme visuellement ce qu'on entend. Ok ? C'est comme ça que ça existe. Ne faites jamais un move genre, vous avez l'impression que visuellement votre mix est moins bright qu'un autre, alors vous allez bêtement faire un shelf sur votre master pour essayer de matcher visuellement les choses. Ça ne fonctionnera pas. 98 fois sur 100, vous allez faire de la merde en faisant ça. Ceci étant dit, vous pouvez vous servir par exemple de Tonal Balance Control 2 pour le côté équilibre. Okay, c'est un tool qui est génial pour ça, tout simplement parce que Tonal Balance Control 2, contrairement à d'autres analyseurs de spectre, ne tient pas compte du loudness, okay, du volume auquel vous êtes quand vous voyez votre curve. Excusez-moi. Le problème des analyseurs de spectre, c'est que quand vous comparez deux morceaux, les deux morceaux doivent être exactement au même loudness pour pouvoir se fier visuellement à ce qu'on voit, pour avoir une sorte de référence visuelle. Si vous n'êtes pas exactement au même loudness, ce que vous voyez n'a aucun sens, okay, parce qu'il y en a un qui va vous afficher une certaine curve et l'autre. Tonal Balance Control, en fait, il ne tient pas compte de ça. C'est absolument pas sponsorisé par Isotope ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout ce que moi j'utilise, donc c'est pour ça que je vous en parle. Lui, il va vous montrer juste l'équilibre fréquentiel relatif d'un signal par rapport à une référence, par rapport à des curves de référence. Et c'est là où c'est utile. Donc, vous pouvez vous servir de ce genre d'outil pour vous rendre compte si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Vraiment, écoutez d'abord, identifiez à l'oreille et ensuite confirmez visuellement. Si vous voyez visuellement un potentiel problème, n'allez pas faire des moves derrière bêtement, sans réfléchir, sans écouter. Parce que là, vous êtes dans le visuel et pas dans l'écoute. Okay, et ce qui compte, c'est vraiment comment ça sonne. Vous serez surpris de voir à quel point, des fois, visuellement, vous avez quelque chose qui ne matche pas vraiment par rapport au reste, alors qu'en fait, à l'écoute, ça matche. Je vous donne un exemple simple de ça. Okay, vous référencez, par exemple, le niveau de sub entre deux tracks. Ça, c'est un truc que plein de monde fait. Sur votre track, vous avez un certain niveau par rapport à votre ref. En termes de niveau, vous voyez que vous avez autant de subs, entre guillemets, en tout cas l'énergie au même niveau, mais néanmoins, sur votre track, vous avez l'impression qu'il y en a moins. Vous entendez moins le sub. Ok ? Eh bien, l'erreur classique, là, c'est de se dire, ok, j'ai l'impression qu'il y en a moins, je vois que c'est pareil, bon, bah, je booste. Ok ? Je me dis... Et là, en fait, vous avez un mix qui commence à devenir mat. Vous avez les subs qui prennent beaucoup trop d'énergie par rapport au reste du mix. Suivant ce que vous faites, au stade où vous en êtes, si vous avez des process genre clipper, limiter sur le master, ça commence à saturer, ça commence à bouffer tout le headroom. Et donc, ça ne marche pas. Et en réalité, vous voyez, la perception de ce sub, elle dépend aussi du reste du spectre. Mais ça, on ne peut pas forcément bien le mesurer parce que des fois, c'est des choses qui se passent temporellement dans des courts instants. Ça peut être... beaucoup de BAMIDs, on a des gros transients dans le BAMIDs qui fait que ces gros événements de BAMIDs viennent en quelque sorte enlever de la clarté par rapport à la perception du sub. Okay, mais ça, visuellement, peut-être vous ne le voyez pas bien parce que le taux de rafraîchissement globalement sur vos outils n'est pas très élevé. Donc, vous cherchez à avoir plutôt l'équilibre spectral, donc vous avez quelque chose qui s'update plutôt lentement, c'est la bonne manière de faire. Mais néanmoins, tous ces événements rythmiques que notre oreille prend un certain temps à entendre, il y a des effets de masquage temporel qui se mettent en place, qui viennent masquer temporellement des choses, et ce qui fait qu'au final, pour faire simple, on a une certaine perception de la musique, du son, qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas tout mesurer, d'accord ? Donc ces outils visuels, j'essaie de vous schématiser un peu les choses, ces outils visuels vous donnent des références, vous donnent une certaine aide sur certains points. Le problème, c'est que vous n'avez pas toute l'histoire visuellement, vous n'avez pas toutes les infos. Et donc, on ne peut pas se fier uniquement à ce qu'on voit pour prendre des décisions. Et il ne faut pas se fier à ce qu'on voit visuellement pour prendre des décisions, d'accord ? C'est vraiment des outils qui sont là pour nous donner des indices sur certaines choses,
Ça peut des fois repérer certains potentiels problèmes, mais ensuite, il faut toujours réfléchir et entendre les choses avec ses oreilles avant d'agir. C'est vraiment super important. OK? Mais néanmoins, ça va vous aider, si vous savez vous servir de ces tools, ça va vous aider à sonner mieux partout. Parce qu'on ne va pas se mentir aussi, si vous n'avez pas une bonne acoustique, le fait d'avoir certains tools visuels, ça peut vous aider par rapport à ce que vous entendez, à confirmer ce que vous entendez, à être sûr de ne pas être à côté de vos pompes. D'accord? Et ça rejoint aussi le fait de référencer, dans le sens où servez-vous de ces outils visuels pour référencer aussi. Référencer à l'oreille, mais référencer aussi avec des outils visuels pour voir un petit peu les différences que vous pouvez essayer de repérer. Même si, bien sûr, ça ne va pas tout vous dire. Et comme je vous ai expliqué juste avant, il va y avoir des cas où vous allez référencer visuellement à peu près pareil, mais néanmoins, ça ne sonne pas du tout de la même manière. OK ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Encore une fois, si vous voulez vraiment supporter ce channel, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est vraiment important, hein. L'abonnement, et si vous voulez aller encore plus loin en termes de support, vous pouvez vous former sur Strobe Studio School. Je vous mets tous les liens dans la description. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre où je vous amène vraiment full valeur, là pour le coup, je vous parle vraiment de choses tirées de mon expérience, des points les plus importants, si je dois résumer. À mon sens, c'est beaucoup plus utile de connaître ça que de vous donner des simples marches à suivre bêtes, à suivre bêtement sans comprendre les choses. Pour moi, c'est beaucoup plus utile de comprendre les choses. De ce fait, vous pourrez les appliquer, peu importe les contextes, les prods, peu importe. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre full valeur comme ça, mettez-moi, je sais pas, valeur dans les commentaires. Je saurai que ce format vous plaît. Les gens, c'était Igor Chelet de Strobe Studio. Je vous dis à plus. Ciao!